Voilà, il faut être un peu plus précis dans son CV. Merci beaucoup Philippe Duport, à demain. C'était C'est mon boulot avec les sites de regionjob.com, emploi, recrutement et formation partout en France. Dans la prochaine demi-heure, nous vous ferons découvrir le dernier album de Christophe Miossec et il en a marre qu'on dise qu'il est apaisé. Non, le chanteur breton est toujours engagé et ça s'entend dans ses nouvelles chansons. France Info 6h30. Le journal Rosalie Lafarge, bonjour. Bonjour, on n'en avait plus aucune nouvelle depuis un an. L'otage français Gilberto Rodrigues Leal est mort, annoncent ses ravisseurs. Repérer, dissuader et empêcher les jeunes Français d'aller combattre en Syrie. Le gouvernement en propose plusieurs mesures aujourd'hui pour lutter contre les filières djihadistes. Les opposants à Notre-Dame-des-Landes mobilisés pour défendre une ferme menacée de destruction juste à côté du site du futur aéroport. Ils redoutent qu'une démolition signe le début des travaux. Dans le journal des sports, zoom sur le football, retour sur la Ligue des Champions avec le nul vierge entre l'Atlético Madrid et Chelsea et l'affiche du soir entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Et parce qu'il y a aussi de la Ligue 1, vous entendrez Laurent Blanc, l'entraîneur du PSG, avant son match ce soir face à Evian-Thonon. Un ciel assez chargé sur tout l'est de la France, un temps plus calme du nord au centre et au massif central et du soleil globalement autour de la Méditerranée. Le point complet sur la météo à la fin de ce journal. La mort très probable de Gilberto Rodrigues Leal, elle a été annoncée hier par le Moudjahou. Le groupe djihadiste avait revendiqué l'enlèvement du Français au Mali en novembre 2012. Il est mort parce que la France est notre ennemi, a déclaré un responsable du mouvement. Le Quai d'Orsay n'a pas de preuves, pas de confirmation, mais il y a tout lieu de le penser, regrette le président François Hollande. Alice Terrano, la nouvelle était redoutée depuis quelque temps. Cela faisait plus d'un an que Gilberto Rodrigues n'avait pas donné signe de vie depuis que le Moudjahou, mouvement lié à Al-Qaïda, avait tenté une négociation avant de se raviser. Dimanche dernier, Laurent Fabius s'était déjà dit très préoccupé par la situation de ce sexagénaire. La semaine précédente, l'un des chefs du groupe islamiste avait annoncé, je cite, la fin de vie de l'otage de 62 ans. Ses proches étaient inquiets, ils s'attendaient au pire, comme le Quai d'Orsay les y avait préparés depuis le mois de décembre. Hors micro, le ministère indique même que Gilberto Rodrigues est probablement mort depuis plusieurs mois, novembre peut-être. Alors a-t-il été exécuté ou a-t-il manqué de soins? Ce père de 2 enfants était malade. Les circonstances de sa mort, si elle est avérée, restent floues. On sait que ce retraité lozérien d'origine portugaise avait été enlevé en novembre 2012 par 6 hommes armés à l'ouest du Mali, près de Kayes, à la frontière avec le Sénégal et la Mauritanie, dont il revenait en camping-car. Féru de voyage, Gilberto Rodrigues Leal avait entrepris un périple africain. Il devait se rendre au Togo. François Hollande assure que la France fera tout pour connaître la vérité sur ce qui est arrivé à Gilberto Rodrigues Leal et qu'elle ne laissera pas ce forfait impuni. Il reste donc un otage français dans le monde, Serge Lazarevitch, enlevé lui aussi au Mali il y a 2 ans et demi. Un plan pour empêcher les jeunes Français d'aller faire le djihad en Syrie. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve présente ces mesures ce matin au Conseil des ministres et il sera sur France Info pour en parler à 8h15. Parmi la dizaine de propositions, on peut noter la création d'un numéro vert et d'une plateforme sur Internet pour les parents, le développement de cyberpatrouilles pour renforcer la surveillance sur le web ou le retour sous condition de l'autorisation de sortie du territoire pour les mineurs. Finalement, ça ressemble un peu à ce qui se fait chez les Britanniques, Franck Madvon. 7 juillet 2005, attentat à Londres. Les 4 kamikazes sont britanniques, radicalisés en Angleterre. 2 ans plus tard, le Royaume-Uni met en place la stratégie Prevent. Comment éviter cette radicalisation? Il s'agit de limiter la propagation d'idéologies extrêmes et d'identifier les personnes vulnérables, de se tourner vers les communautés pour obtenir des signalements. Une stratégie toujours en vigueur, adaptée pour la Syrie. Des agents se déplacent sur le terrain pour parler de la Syrie et des moyens utiles d'agir, par exemple via des actions humanitaires. Si malgré tout des gens partent, place aux méthodes classiques des renseignements. Ghaffar Hussein est chercheur à la Quilliam Foundation, spécialisée dans l'antiterrorisme. Il faut d'abord savoir qui est parti. Des personnes tournent des vidéos de propagande, racontent ce qu'ils font sur Facebook, Twitter. Vous savez alors que ces individus sont britanniques et se battent en Syrie. S'ils reviennent, vous pouvez les arrêter et les questionner. Londres a aussi annoncé la suppression des passeports pour les suspects de terrorisme. Mais beaucoup d'Occidentaux partis en Syrie restent discrets, difficile alors de les identifier ou d'obtenir des preuves de leur implication dans des activités terroristes. Ce sont ceux-là qui inquiètent le plus le Royaume-Uni ou la France. Londres, Franck Madvon, France Info. Et d'après les services de renseignement, 250 Français combattraient actuellement aux côtés des djihadistes en Syrie. C'est une date importante pour le fameux programme de stabilité. Il est présenté ce matin à l'Assemblée devant la Commission des Finances. Le gouvernement doit livrer ses prévisions budgétaires pour les 3 prochaines années. Pour le volet croissance, on connaît déjà les chiffres.
chiffres. Le gouvernement table sur 1% cette année, 1,7% l'an prochain. Objectif réaliste d'après le Haut Conseil des finances. Mais on attend aussi le montant du déficit public. D'après Les Échos, il devrait atteindre 3,8% du PIB cette année. Et puis les fameux 3% en 2015, c'est plus que ce que Paris attendait, mais ça rentre dans les clous de Bruxelles. Le plan doit être voté mardi prochain par les parlementaires avant d'être envoyé à la Commission européenne début mai. Dans ce programme de stabilité, il y a aussi le volet économie, les 50 milliards prévus d'ici 2017. Il pourrait être un peu aménagé après la révolte de quelques députés socialistes hier. Il sera lui aussi examiné en Conseil des ministres ce matin. Les opposants à Notre-Dame-des-Landes menacés d'expulsion. Ils sont 4 à occuper une maison de Saint-Jean-du-Tertre depuis un peu plus d'une semaine. Une ferme sur la zone d'aménagement du futur aéroport. Hier, la justice a autorisé leur expulsion. Elle pourrait avoir lieu dès ce matin. Mais les opposants n'ont pas dit leur dernier mot, Anne Patinec. Avec tracteurs et remorques, les anti-aéroports bloquent la route qui mène à la ferme de Saint-Jean-du-Tertre. Ils redoutent une intervention des forces de l'ordre et une destruction de la maison. Hier, le tribunal de Nantes a rendu une autorisation autorisant l'expulsion des occupants de la ferme. Ouvrier agricole de 26 ans, Willem Doudens y réside avec 3 autres personnes depuis le départ des locataires. On travaille dans l'agriculture, on est issu du milieu paysan et donc c'est de ce point de vue-là en fait qu'on intervient dans cette lutte. Pour nous ici, il y a un potentiel de production, il y a des bâtiments qui nécessiteront de la rénovation, mais on espère qu'après l'abandon du projet, des gens puissent s'installer dans cette ferme. Donc on habite ici pour qu'il n'y ait pas de destruction de la ferme. Pour les anti-aéroports, la démolition de la ferme est synonyme de début des travaux. Dominique Fresneau de la CIPA dénonce un double langage de l'État. Je ne sais pas si c'est le dernier souffle, le dernier petit coup d'esbrouf ou si c'est pour tenter encore une fois de venir ici semer la zizanie sur la ZAD. Mais je ne vois pas quel intérêt peut avoir l'État à venir ici s'enliser sur le terrain. Parce qu'il n'est pas question qu'on démolisse quoi que ce soit sur le terrain. Dans un communiqué, la préfecture de Loire-Atlantique estime que le report des travaux ne donne pas l'impunité pour des agissements qui relèvent de la délinquance de droit commun. Nantes, Anne Patinec, France Bleu Loire-Océan pour France Info. Des émeutes au Brésil, à Rio, font au moins un mort, un homme de 30 ans. Les violences ont éclaté cette nuit dans une favela de Copacabana. C'est la mort d'un danseur du quartier la veille qui semble avoir mis le feu aux poudres. Le jeune homme de 25 ans aurait été tué par la police, confondu avec un trafiquant de drogue. La crise en Ukraine et l'affrontement diplomatique États-Unis-Russie continue. Le vice-président américain Joe Biden, en visite à Kiev, menace Moscou de nouvelles sanctions et d'isolement si les tensions ne s'apaisent pas dans l'Est. Et elles en sont loin pour l'instant. Le gouvernement ukrainien annonce la reprise de l'opération antiterroriste dans les villes prises d'assaut par les séparatistes pro-russes. La ligne rouge a été franchie, estime le président ukrainien par intérim, après la découverte de 2 corps torturés près de Slaviansk. L'une des victimes pourrait être un élu local du parti pro-occidental. Et c'est dans ce contexte que les chefs des diplomaties allemandes et françaises vont aujourd'hui en Moldavie et en Géorgie. Et les 2 anciennes républiques soviétiques vont signer en juin un accord d'association avec l'Europe et redoutent une répétition du scénario ukrainien sous pression russe. Laurent Fabius et son homologue allemand veulent leur envoyer un signal fort de soutien. France Info 6h37, on ouvre le journal des sports. Première page, la Ligue des Champions. L'Atlético Madrid espère bien se rattraper à Londres. Les Espagnols disputaient hier la première demi-finale aller à domicile contre les Anglais de Chelsea. Et match nul 0-0, Julien Brigaud. Au tour précédent contre le Milan et le Barça, l'Atlético recevait au match retour. La consigne hier était donc de creuser l'écart avant un déplacement à Stamford Bridge, toujours redouté. Le résultat est donc un échec. Pourtant, les Madrilènes ont eu maintes occasions, 26 au total, dont 10 tirs cadrés, signés notamment Diego, Gabi et Diego Costa, ainsi qu'une possession de balle en leur faveur à 62%. Dans leur chaudron du sud de la capitale espagnole, Diego Simeone et ses joueurs ont peut-être laissé passer leur chance. Tout reste possible pour la qualification. On va jouer chez eux et avec le soutien de leur public, ils vont être transcendés. Mais le match retour est très ouvert. On verra si ce 0-0 est bon pour eux ou pour nous. Si les Madrilènes seront privés de leur capitaine Gabi suspendu, 4 joueurs de Chelsea vont manquer le retour mercredi prochain. Cech et Terry blessés, Mikel et Lampard suspendus. Ce ne sera pas de trop, car l'Atlético laissera des forces dimanche dans un match capital pour la conquête du titre de champion d'Espagne contre Valence. Madrid, Julien Brigaud, France Info. Et le match retour, c'est donc la semaine prochaine à Stamford Bridge. Et ce soir, nous suivrons l'autre demi-finale aller. Et pour ça, on reste à Madrid. Le Real accueille les Allemands tenants du titre, le Bayern Munich, 2 grands habitués de la Ligue des Champions, 2 monuments du foot européen et 2 équipes qui font chacune l'éloge de l'autre, Mathieu de Taillac. Le Real de Carlo Ancelotti contre le Bayern de Pep Guardiola, la configuration est inédite, à moins que l'entraîneur madrilène croit savoir où trouver son inspiration.
Je ne vais pas dire que le Barça et le Bayern c'est la même chose, mais la philosophie qu'a installée Guardiola, c'est plus ou moins la même. Alors il faut qu'on fasse un travail défensif compact et qu'on contrôle le jeu. Ça ne veut pas dire que notre match va consister à bloquer le jeu de notre rival, mais on va essayer de jouer notre propre jeu en utilisant toutes nos qualités. Guardiola, de son côté, connaît très bien le Real Madrid, un style de jeu qui, au-delà des entraîneurs et des stars du moment, ne change pas tant que cela. Il n'y a pas d'équipe avec un effectif comme celui du Real Madrid. Je ne sais pas comment ils font, mais ils font toujours signer des joueurs qui courent très très vite. En ce moment, ils en ont 4. Di Maria, Benzema, Bale et Cristiano peuvent te tuer dès qu'ils ont un peu d'espace. Benzema donne toujours beaucoup de continuité au jeu. Ce n'est pas facile de jouer contre eux, mais on va essayer. Guardiola joue les modestes, mais il n'a jamais perdu au Bernabéu. En face, Carlo Ancelotti, lui, n'a jamais perdu lors des 6 matchs qu'il a opposés au Bayern. Madrid, Mathieu Le Taillac, France Info. Real Madrid-Bayern de Munich, coup d'envoi à 20h45. Toujours en football, 2 matchs de Ligue 1 ce soir. Ça fait un peu moins super production, mais quand même, fin de la 34e journée. Le PSG reçoit Evian-Thonon. Les Parisiens ne seront pas champions dès ce soir, mais s'ils gagnent, ils se rapprochent encore un peu du titre. Et Laurent Blanc, l'entraîneur, espère bien s'imposer. C'est pas facile à gérer, mais j'aime mieux gérer ça que d'avoir rien à jouer de la saison. Il y a des gens qui s'acheminent vers la fin de la saison, ils sont sauvés, ils ne peuvent plus prétendre à des places européennes. Bon, ils ont fini à la fin de championnat le mieux possible. J'ai connu ça. C'est pas facile aussi à gérer parce que vous avez les joueurs qui sont là sans être là. Donc il vaut mieux avoir, à mon avis, des choses intéressantes, excitantes à gagner. Ça m'est arrivé aussi de jouer pour ne pas descendre. C'est mieux de finir la saison en ayant pour objectif de gagner des matchs parce qu'il y a un titre au bout, que de ne rien jouer sur les matchs qui restent. Donc on ne va pas se plaindre de ça. On le voit, tous les grands clubs ont des choses à jouer en cette fin de saison. On ne doit pas se plaindre de ça. PSG, Evian-Thonon, mais aussi Toulouse-Lyon. Les 2 matchs de clôture à suivre dès 18h30 sur France Info. 2 autres infos en bref, Rosalie. Le basket est la fin de la 28e journée de Pro A. Les Parisiens vont devoir attendre encore un peu pour les playoffs. Paris-Levallois battu hier à Nancy 66-59. Les Lorrains sont 4e, le club de la capitale 5e. Et en tennis, Benoît Paire s'incline d'entrée à Barcelone. L'Avignonnais 36e mondial était mené 6-4, 5-1 par le Kazakh Andrei Golubev. Et quand il a décidé d'abandonner, le Français a été écarté des cours pendant 3 mois à cause d'une blessure au genou. La semaine dernière, déjà, il sortait dès le premier tour au Masters 1000 de Monte-Carlo. France Info 6h42, Mathilde Munoz. C'était le journal de Rosalie Lafarge. On file tout de suite à Météo France. France Info Météo, avec Viessmann et son réseau d'installateurs de chauffage proactif, chaudières, pompes à chaleur, capteurs solaires. Rendez-vous sur viessmann.fr. Élodie Calac à Météo France. Une perturbation arrive par l'ouest. Ce matin, sur la Bretagne et la Vendée, vous aurez de la pluie, un vent de sud sensible. Cet après-midi, la pointe bretonne profitera d'un ciel plus variable avec quelques éclaircies, alors que la Basse-Normandie et les Pays de la Loire se retrouveront sous de bonnes pluies. Sur l'Aquitaine, une matinée agréable, mais des averses orageuses sont attendues pour cet après-midi. Du nord de la Seine vers la région parisienne, le Massif central et Midi-Pyrénées, le soleil doit composer avec nuages bas et brouillard ce matin, mais il fait tout de même de belles apparitions. Cet après-midi, les nuages seront plus nombreux et pourront donner quelques ondées, parfois orageuses en montagne. Sur les régions du nord-est jusqu'aux Alpes, de la grisaille suivie d'éclaircies, puis les nuages se développeront pour l'après-midi et des averses orageuses pourront éclater. Sur le pourtour méditerranéen, le soleil sera plus généreux malgré quelques plaques de grisaille ici ou là. En Corse, ce sera plus mitigé cet après-midi avec quelques averses orageuses sur le relief. Ce matin, il fait souvent 5 à 11 degrés jusqu'à 14 en Méditerranée et cet après-midi 14 à 18 degrés sous les pluies du nord-ouest, 18 à 21 sur les autres régions du nord jusqu'à 22 tout de même en plaine d'Alsace et 20 à 23 degrés au sud.